Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans Malinov, votre magazine qui explore l'innovation sous toutes ses formes. Chaque semaine, nous vous amenons à la rencontre des idées, des projets audacieux et des acteurs qui transforment notre société technologiquement, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la créativité. Ici, nous décryptons les tendances et donnons la parole à celles et ceux qui inventent demain. Le sommaire, c'est tout de suite. Le e-commerce au Mali illustre à la fois l'audace d'une génération d'entrepreneurs et les obstacles structurels des marchés en mutation. Si la méfiance des consommateurs et l'absence de cadre solide freinent encore son essor, l'idée d'un commerce digitalisé continue de séduire par son potentiel d'innovation et de modernité. Focus sur le e-commerce ce soir. La vision d'une éducation augmentée par l'intelligence artificielle fait de plus en plus débat. Mais sur le concret, Milo, un androïde intelligent capable de suivre les cours, répondre aux questions et retranscrire les leçons en texte, fait actuellement sensation en France. Accessible 24 heures sur 24 via un chatbot, Milo transforme l'apprentissage en offrant aux élèves un accompagnement personnalisé et interactif. Au Mali, le commerce en ligne suscite autant d'espoir que de déception. Si l'on voit naître de nouvelles plateformes portées par une jeunesse entrepreneuriale dynamique, aucune n'a encore réussi à s'imposer comme véritable référence. La méfiance des consommateurs, les infrastructures limitées et la faible culture du paiement digital freinent le sort du secteur. Derrière l'image moderne et innovante qu'il véhicule, le e-commerce au Mali se heurte à des réalités économiques, sociales et culturelles encore difficiles à surmonter. Le pari reste ouvert. Entre espoir et désillusion, le e-commerce au Mali cherche encore son véritable déclic. On s'est penché sur la question. Au Mali, le e-commerce est devenu l'un des terrains de jeu préférés des jeunes entrepreneurs. Chaque mois ou presque, de nouveaux sites et applications fleurissent, promettant une révolution dans la manière d'acheter et de vendre. Pourtant, derrière cette effervescence, la réalité est tout autre. Aucun acteur ne s'impose réellement comme une référence et les Maliens restent largement réticents à faire confiance à ce mode d'achat en ligne. L'un des principaux freins reste la méfiance. J'ai créé mon entreprise en 2018, c'est-à-dire en fin de l'année 2019. Et malheureusement, je suis tombé sur l'année du coronavirus, une année qui a beaucoup handicapé la plupart des entrepreneurs. Et vu que c'est vraiment une année où c'était très limité, surtout en matière de santé. Au bout d'un certain moment, les gens, c'est pour compléter seulement tout ce qui est la formalisation de l'entreprise, la création de l'entreprise. Au bout d'un certain moment, il faut continuer aussi à créer un site pour démontrer, pour la visibilité. Mais je pense que pour les achats, c'est beaucoup plus difficile. Le commerce a une place importante. Il faut que les gens se sensibilisent sur le e-commerce. Je pense que au bout d'un certain moment, même l'argent liquide, les crypto-monnaies vont changer, hein, et que les gens vont s'adapter carrément à payer soit par le e-commerce, à travers des cartes, à travers les agents. C'est le monde qui le veulent, quoi. Il faut s'adapter à cette réalité. Alors, avec WeBoutique, nous, ce qu'on fait généralement, c'est, comme je viens de le dire, hein, on essaie de mettre l'accent sur la promotion des produits locaux, mais également la commercialisation. Qui parle de promotion, parle d'attendre un certain nombre de cibles. Maintenant, nous, dans cette attente de ces cibles, on essaie de commercialiser les produits, étant donné qu'on a déjà un site qui depuis 2 ans, ou sinon bientôt 3 années, et sur le site on a acquis pas mal de trafic au fil des années, qui fait qu'on commence à avoir une clientèle assez régulière sur la plateforme qui effectue des commandes directement sur le site. Après, en même temps, on a les nouveaux produits qu'on lance généralement, les commandes passent directement soit sur WhatsApp, soit sur notre page Facebook. Les consommateurs maliens, habitués aux transactions directes, peinent à confier leur argent à une interface digitale. La peur des arnaques, la difficulté d'obtenir un service après-vente fiable, mais aussi l'absence de culture du paiement en ligne sont autant de facteurs qui ralentissent l'adhésion. Dans un pays où la majorité préfère encore toucher, vérifier et négocier un produit avant de l'acheter, le commerce électronique se heurte à un mur culturel et psychologique. Le e-commerce au Mali, ce qui le rend aussi difficile, c'est surtout que le Mali, on est encore beaucoup dans l'informel. Alors qu'avec le e-commerce, c'est quelque chose qui est très 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 compliqué. Et la deuxième chose, c'est que pour faire du e-commerce au Mali, il faut vraiment avoir une vision sur le long terme. Ce qui est très compliqué aussi, parce que malheureusement, au Mali, nous avons rarement des investisseurs qui sont prêts à investir, à prendre les risques d'investir dans une start-up.
Du côté des entrepreneurs, l'enthousiasme vire souvent à l'acharnement. Beaucoup se lancent dans le e-commerce par effet de mode, sans véritable vision stratégique. Le rêve de devenir le Jumia du Mali attire, mais peu mesure la complexité d'un tel modèle. Déjà, l'e-commerce est en plein essor dans le monde, précisément ici en Afrique. Donc, vu les problèmes commerciaux qui sont ici au Mali, nous avons voulu mettre en place ce projet pour pouvoir donner un accès plus facile aux produits à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Nous avons énormément de critères de sélection maintenant pour ne pas vendre des mauvais produits, des produits de qualité médiocre sur notre plateforme. Pour un premier temps, le fournisseur nous contacte d'abord et nous allons faire des vérifications si l'entreprise ou bien le vendeur en question est réglo, s'il paie réellement ses impôts et taxes, s'il a un NIF, s'il est sérieux. Nous faisons des sondages autour. Pour le moment, nous avions un problème de paiement en ligne. Ici au Mali, avec les sites e-commerce, je crois que tout le monde a fait face à ce problème-là actuellement. Mais nous travaillons avec des partenaires qui sont en Afrique, mais pas forcément au Mali, mais nous travaillons avec des partenaires. Et je crois que nous trouverons une solution pérenne très rapidement. Pour M. Agabo, le Malien n'est pas totalement éduqué à cette nouvelle façon de commercer. Ayant fermé sa boutique en ligne, il s'est depuis reconverti dans un autre domaine. En matière de e-commerce au Mali, c'est vraiment très difficile la vente sur le e-commerce. Dès que tu mets un prix, les gens préfèrent aller sur place que de payer sur le truc. Donc ça, c'est vraiment un constat que nous avons fait. Et vu que vraiment les populations ciblées, ce sont des populations nomades, c'est eux qui s'intéressaient beaucoup à la viande. Je pense qu'ils sont pas sur les réseaux sociaux pour commander sur le e-commerce. Ça, c'est le premier constat. Et ceux qui sont d'abord sur les réseaux sociaux préfèrent venir directement sur place pour payer au lieu de faire Donc ça, c'était vraiment ce qui nous a handicapé par rapport au e-commerce. Donc je pense que pour le e-commerce, les Maliens d'abord ne se sont pas habitués, ou bien je pense que ils ont quand même l'habitude d'aller quand même sur place pour payer. Pourquoi alors tant d'acharnement? Parce que le e-commerce garde une aura de modernité perçue comme un symbole de réussite et d'innovation. Mais des défis comme les infrastructures limitées, le faible taux de bancarisation ou le manque de confiance des consommateurs rendent le chemin encore long. Il y a énormément de plateformes parce que beaucoup pensent que c'est quelque chose qui est très facile. Et c'est pour ça que beaucoup commencent mais finissent par arrêter. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on lance au Mali, malheureusement, on est beaucoup dans le copier-coller. Donc quand une personne a lancé quelque chose, on pense de l'extérieur que ça marche très bien, alors on se lance tous dedans sans prendre en compte la vision, sans mettre en place un système, etc. Donc il y a beaucoup de plateformes de e-commerce, mais on va voir que 90% des plateformes de e-commerce n'ont pas de projet concret, n'ont pas de vision, et surtout, ce sont seulement des vitrines qui sont là sans réel projet. Le véritable défi n'est pas de créer un site de plus, mais d'imaginer un modèle adapté aux réalités locales, qui inspire confiance, répond aux habitudes des Maliens et s'inscrit dans la durée. Au Mali, le secteur reste pour l'heure une succession d'essais inaboutis. Par contre, l'espoir n'est pas perdu. De nos jours, la technologie devient omniprésente. L'initiation des jeunes aux outils numériques et robotiques n'est plus un luxe, mais une nécessité. C'est dans cette perspective que Phoenix Lab, une structure évoluant dans les solutions technologiques, a lancé un programme de formation destiné aux élèves, adolescents et adultes. Dans cet atelier, la structure fait le pari d'ouvrir les portes de la robotique, de l'intelligence artificielle et de l'agritech aux jeunes, mais aussi aux adultes. Ils apprennent en construisant, en programmant et en manipulant. Suivons ensemble. Dans la salle, ils sont une trentaine, enfants, adolescents et adultes confondus. Certains construisent, d'autres programment, d'autres encore réfléchissent ensemble pour résoudre un problème. Un bruit de petites roues résonne dans la salle. Autour des tables, des enfants aux yeux pétillants fixent avec attention leurs robots miniatures qu'ils programment patiemment à l'aide de blocs colorés sur leur ordinateur. Je suis venu en formation pour apprendre à programmer les robots et à voir comment les robots fonctionnent. Depuis que j'ai commencé
de cours, j'apprends beaucoup de choses sur les robots, comme à les programmer, à faire des feux de signalisation, à les faire avancer et reculer. Je fais une formation de robotique basée sur la programmation. On construit des robots. Ensuite, on utilise les feuilles tricolores. Les feuilles tricolores sont basées sur les couleurs, le vert, le jaune et le rouge. Dans ce coin d'école, à Bamako, on n'entend pas le silence studieux d'une classe ordinaire, mais celle de la curiosité et de la découverte où des jeunes travaillent sur plusieurs projets, notamment un système autonome capable de détecter un obstacle et de changer de trajectoire. La formation qu'on fait actuellement est basée sur une formation en robotique et les outils IA utilisés actuellement partout dans le monde. Et aussi, le but de cette formation est de permettre aux jeunes de se familiariser avec les outils informatiques actuels et d'apprendre plus. En plus, on a ciblé quelques personnes. On a les secondaires, les lycéens, les universitaires et même ceux qui veulent se former après. Aux côtés des plus jeunes, des adultes aussi travaillent sur des projets plus avancés, l'agritech. Sur les tables, des capteurs connectés imitent ceux utilisés dans les champs. Leur rôle, mesurer l'humidité du sol, transmettre les données en temps réel et ajuster l'irrigation. Bon, présentement aujourd'hui on a 3 projets. Le premier projet porte sur l'arrosage automatique du champ. On utilise un capteur d'humidité qui va mesurer la température. S'il y en a l'eau, le champ ne va pas être arrosé. Mais à l'absence de l'eau, ça veut dire lorsque le capteur va détecter qu'il y a une petite sécheresse, il va ordonner au champ d'être arrosé par les différentes pompes qu'on va utiliser. Le deuxième projet porte sur détection d'intrusion, c'est-à-dire dans nos différentes maisons, lorsqu'on est allé aux différents lieux de travail, il se peut qu'il y a des intrusions à la maison, donc on utilise des capteurs ici qui vont nous alerter lorsqu'il y a une intrusion à l'absence, lorsqu'on est allé au lieu de travail. Le troisième projet porte sur photorésistant. Le photorésistant est un capteur qui permet de détecter la lumière, c'est-à-dire qu'il va allumer les ampoules lorsqu'il fait sombre. Et lorsqu'il fait lumière, il va éteindre les ampoules. Comme exemple, dans les différents poteaux de l'IDEM qui se trouvent au bord du goudron, c'est ce même capteur-là qu'on utilise là-bas. Donc lors de nuit, vous voyez que les ampoules s'allument automatiquement, mais lors de la journée, ils s'éteignent automatiquement. C'est à la base des photorésistances qu'on arrive à faire ce genre de projet. Un autre groupe s'initie aux images générées par l'intelligence artificielle. Avec quelques lignes de texte, une étudiante parvient à créer un paysage imaginaire. Elle sourit, amusée, en découvrant son œuvre. J'aime générer les images et aussi à travers les sites comme les images FX, ChatGPT et autres. Je suis là à suivre cette formation parce que le formateur en question, Djigiba, fait partie de mon équipe d'encadrement. Concrètement, parce que mon thème traite un projet dont il est l'un des formateurs qui est le système de surveillance environnementale pour agriculture intelligente. Donc j'interviens avec lui pour pouvoir apprendre à programmer parce que là il s'agit tout simplement d'utiliser les nouvelles technologies de l'information appliquées à l'agriculture. Au-delà des ateliers, Phoenix Lab porte l'objectif de former du mieux possible. Ces jeunes ne sont pas seulement en train de jouer avec des robots. Ils apprennent la technologie au service de l'éducation, de l'agriculture et du développement tout simplement. La bataille de la réalité mixte s'intensifie. Après des mois de rumeurs, Samsung s'apprête à lever le voile sur son tout premier casque connu sous le nom de code projet Muhan. Selon le média coréen ET News, l'appareil sera présenté le 21 octobre, soit 3 semaines après la date initialement prévue du 29 septembre. Le constructeur a préféré repousser l'annonce pour des raisons de coordination marketing et d'assurance qualité. Positionné sur le segment haut de gamme, ce casque viendra concurrencer l'Apple Vision Pro. Côté technique, les rumeurs annoncent 2 écrans micro OLED affichant 3552 sur 3840 pixels par œil, soit une définition légèrement supérieure à celle du Vision Pro et 3 fois plus élevée que celle du Meta Quest 3. L'appareil serait propulsé par la puce Snapdragon et intégrerait le suivi des mains et des yeux. Le casque sera aussi le premier à exploiter Android XR, système développé conjointement par Samsung et Google. Reste à voir si le catalogue d'applications sera à la hauteur.
L'Apple Vision Pro pâtit encore d'un contenu limité, mais l'adoption d'Android XR pourrait faciliter l'arrivée de nombreuses applications, notamment grâce à la compatibilité avec l'écosystème déjà utilisé par Meta. Avec le projet Wuhan, Samsung espère bien se faire une place dans une course où Apple et Meta occupent pour l'instant le devant de la scène. Dans un monde où la technologie transforme tous les secteurs, l'éducation n'y échappe pas. Milo, un prototype d'élève Android qui marche à l'intelligence artificielle, est un robot assistant du professeur qui répond aux questions des élèves, enregistre le cours, le retranscrit en texte. Les élèves y ont ensuite accès en format chatbot sur leur ordinateur 24 heures sur 24 pour réviser, comprendre des notions complexes, avancer dans la résolution de problèmes. Milo, l'élève Android de l'école centrale d'électronique qui redéfinit l'apprentissage, est notre coup de cœur de ce soir. Conçu par l'école centrale d'électronique à Paris en France, Milo est un élève Android doté d'intelligence artificielle. Avec sa coque en plastique blanc arrondi, ce prototype, développé en interne, a été conçu pour enrichir l'expérience pédagogique au sein de l'établissement. Il participe activement aux cours, interagit avec les étudiants et les enseignants, combine le rôle d'assistant, d'enregistreur et de tuteur numérique. La différence entre ChatGPT et Milo, c'est que ChatGPT a entre guillemets toutes les réponses, mais pas les réponses qu'on peut avoir à l'école, c'est-à-dire les indications du professeur, les cours PDF ou quoi que ce soit, que nous, d'ailleurs, on doit former ChatGPT. Donc Milo, la différence, c'est qu'elle va recevoir toutes ces informations-là, c'est-à-dire que ce soit les cours avec les indications du prof, les conseils, même pour les DS ou quoi, et même avec les documents PDF qu'on pourra directement lui servir. C'est comme les autres IA, il y aura toujours une limite, mais là encore, on ne sait pas actuellement où on peut en être. Donc c'est surtout, comme on a dit, c'est une version test. Donc le but, c'est de laisser de le déployer, c'est de trouver des inconvénients, des défauts. Il y aura toujours des difficultés, mais là, actuellement, on essaie de faire petit à petit pour trouver les limites. Milo fonctionne en salle de classe comme un élève modèle. Grâce à ses capteurs et à son intelligence artificielle avancée, il suit le cours en temps réel, répond aux questions des élèves et enregistre l'intégralité des leçons. Ce robot intelligent est capable de retranscrire automatiquement le cours en texte, créant ainsi des archives précises et structurées que les enseignants peuvent conserver ou partager avec les élèves. Il est également connecté aux outils du bureau des étudiants, proposant des bons plans, des événements et des défis pour animer la vie associative. Justement, c'est assez surprenant, parce que là, ChatGPT, on écrit une phrase, on n'a pas vraiment une personne qui nous parle, c'est vraiment différent. Là, l'avoir sous forme de robot, même, il a un peu une forme humaine, quoi. Enfin, il a un caractère quand il parle. Et ça, franchement, ça change tout, ça rend la discussion plus naturelle. Et franchement, c'est important lors de l'apprentissage, par exemple. L'un des aspects les plus remarquables de Milo est la disponibilité permanente des contenus pédagogiques. Une fois le cours enregistré et retranscrit, les élèves peuvent y accéder via une interface type chatbot sur leur ordinateur ou tablette. Ils peuvent poser des questions, demander des clarifications ou obtenir des exemples supplémentaires pour mieux comprendre des notions complexes. Ce système permet une révision continue, adaptée aux besoins de chaque élève. Alors on voit bien que tous les jeunes utilisent ChatGPT ou d'autres outils. Tous nos étudiants le font. Donc nous, plutôt que d'interdire l'usage de l'IA, on le rend même obligatoire. Pourquoi ? Parce que nos étudiants vont être des ingénieurs augmentés par l'IA, on veut en faire des étudiants augmentés par l'IA. Donc on leur apprend à utiliser l'IA, mais avec beaucoup de recul, avec un esprit critique, un esprit éthique. On leur demande aussi d'utiliser des IA responsables qui consomment le moins d'énergie. C'est pour ça que Milo a en son cœur une IA que nous avons fabriquée, que nos étudiants ont fabriquée, une IA qu'on appelle souveraine, frugale et open source. Et c'est ça qu'on apprend à nos étudiants. Le professeur, il ne peut pas s'adresser à tout le monde. Et en plus, on a des étudiants qui sont plus ou moins timides, qui osent poser des questions, et d'autres qui n'osent pas poser les questions. Et ceux qui n'osent pas poser les questions, aujourd'hui, ils sont un peu laissés sur le côté. Et le professeur ne peut pas trop les repérer. Grâce à Milo, grâce à leurs camarades IA, l'étudiant qui est un peu timide, qui n'ose pas prendre la parole en classe, il va lui oser poser la question à Milo. Et Milo ne va pas lui faire le travail à sa place. Si l'étudiant
lui demande « Est-ce que tu pourrais faire l'exercice à ma place ?» Milo va lui dire « Je ne suis pas là pour faire l'exercice à ta place, je vais t'aider. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire ?» Grâce à l'intelligence artificielle, Milo peut analyser les interactions des élèves, identifier leurs lacunes et proposer des contenus ciblés. Les enseignants peuvent également recevoir des rapports détaillés sur la participation et les difficultés rencontrées, facilitant ainsi le suivi pédagogique. Cette capacité à adapter l'enseignement au profit de chaque élève ouvre la voie à un apprentissage plus efficace et inclusif, où on observe comment l'IA transforme les pratiques pédagogiques, la posture des enseignants et la coopération entre étudiants, tout en questionnant les usages réels de l'IA dans la société. Trouver une application à la fois gratuite, utile, simple à utiliser et surtout sans publicité relève presque du miracle à l'ère des abonnements. C'est pourtant le pari réussi par J'ai vu, une application 100% française pensée pour les cinéphiles. Elle offre un moyen clair et efficace de suivre tous les films que vous voulez découvrir ou que vous avez déjà vus, le tout dans une interface sobre et intuitive. Découvrons tout cela dans l'astuce avec Babi. Des applications simples, gratuites et utiles sans pub, ça ne court pas les rues de nos jours, surtout à l'ère de l'abonnement. Pourtant, l'app J'ai vu fait justement partie de cette catégorie. Elle permet de faire un suivi efficace de tous les films que vous voulez voir et que vous avez vus. L'interface est très simple à utiliser et va droit au but. Et c'est ce que j'ai aimé dans le test de cette application 100% française. Vous recherchez un film que vous voulez voir et vous l'ajoutez très simplement à votre liste. Il suffit ensuite d'aller consulter votre liste pour trouver un film à regarder que vous souhaitez voir. Une fois que vous avez vu un film, vous pouvez le marquer comme vu en spécifiant une date de visionnage, un score sur 10 et éventuellement un avis sur le film en question. Autre note, j'ai beaucoup aimé les différents widgets qui permettent d'afficher aléatoirement ou non les films à voir dans votre liste, par exemple sur votre page d'app dédiée au divertissement sur votre iPhone. Bref, c'est une application simple, efficace, gratuite et française pour discuter de tous les films que vous avez vus et prévoir ceux que vous voulez voir. C'est la fin de ce numéro de Malinov. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage au cœur de l'innovation. Rendez-vous au prochain numéro pour découvrir d'autres initiatives et continuer ensemble à écrire l'histoire de l'innovation.